mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaati politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames et messieurs, messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Jean-Louis Correa. Il est professeur agrégé de droit, également enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS, Université virtuelle du Sénégal. Monsieur Correa, encore une fois, bonjour et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Omar, c'est moi qui vous remercie de me faire le plaisir et l'honneur de parler au micro de Sud FM. Oui, forte actualité politique, mais également sociale. Il s'agit d'une tension politique et sociale, mais également, en deuxième temps, nous essaierons de voir s'il est nécessaire aujourd'hui de procéder à des réformes qui touchent un secteur clé en démocratie. Je veux parler de la justice. Alors Jean-Louis Correa, d'abord cette forte actualité marquée par justement la sanction infligée au leader de PASTEF, Ousmane Sonko, condamné à 2 mois de prison avec sursis, mais également 200 millions de dommages et intérêts. Alors que retenir à la fois sur la forme et sur le fond d'un tel verdict? Omar, c'est une décision qui peut être assez difficile à lire. On peut en faire une double lecture d'un point de vue juridique, mais également une lecture d'un point de vue plutôt politique. D'un point de vue juridique, le procès en diffamation a des relents de procès civil. Parce que la diffamation, cette infraction-là, qui remet en cause justement des éléments de liberté d'expression, qui remet en cause des éléments d'atteinte à la vie privée, d'atteinte à la dignité d'un individu, et qui constitue pour le présumé auteur, qui constitue également peut-être un abus de sa liberté d'expression. Ce qui fait que d'un point de vue international, la diffamation a beaucoup évolué dans sa conception. Maintenant, vous savez, avec les lanceurs d'alerte, avec Internet, etc., la Cour européenne des droits de l'homme, suivie en cela par certaines juridictions nationales, trouve maintenant qu'il y a une balance à trouver, à chercher, entre la protection de cet intérêt privé-là, qui est réprimé dans la diffamation, comme c'est le cas en droit sénégalais, et la nécessité également d'ouvrir ce qu'on appelle un débat d'intérêt national. Et depuis quelque temps, la Cour de cassation française, suivant en cela la Cour européenne des droits de l'homme, et même le juge américain, considère que lorsque l'auteur présumé d'une diffamation a pris la parole, à parler sur un débat qui est un débat que l'on peut qualifier d'un débat d'intérêt national, il n'y a plus de diffamation qui vaille parce que le public a droit à l'information. Et ici, droit à l'information, il s'agit là justement de ce dossier Prodac, les 29 milliards en question. Parce que ce qui s'est passé, si l'on s'en tient au droit positif sénégalais, il peut y avoir, la sanction peut s'entendre du point de vue du droit positif sénégalais, parce que jusqu'au moment où on parle, l'infraction de diffamation peut être constituée lorsque vous portez atteinte à la dignité de l'individu, à sa vie privée, sans pouvoir apporter la preuve de vos allégations. La seule chose qui est recherchée par le juge pénal, c'est qu'est-ce qu'il y a une atteinte à la dignité de l'individu qui est constante, et est-ce que cette atteinte a pu être justifiée ou pas. Du moment que l'atteinte ne peut pas être justifiée, je parle vraiment d'un point de vue technique, il y a une diffamation. Mais je pense qu'il y a matière ici, sur une question aussi importante que l'affaire Prodac, d'avoir une réflexion au-delà du constat de l'existence d'une sanction, parce que c'est ce que le tribunal a dit. Il y a une nécessité de réfléchir au-delà, de savoir est-ce que d'ici quelque temps, il ne faudrait pas réfléchir à ce type
d'infraction telles que la diffamation, où, quel que soit le fond du dossier, dès qu'on constate qu'il y a des propos qui ont été avancés qui portent atteinte à la dignité de l'individu, on ne s'interroge plus sur le fond du dossier. Parce qu'à revenir à l'affaire Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, jusqu'à présent, on n'est pas éclairé sur le fait de savoir quelle est l'utilisation qui a été faite de cet argent dont on parle. Est-ce qu'il y a détournement ou pas? À cette question-là, c'est pas tranché. Ce n'est pas tranché. La seule question que le juge tranche, c'est de savoir est-ce que Ousmane Sonko a diffamé Mame Mbaye Niang. Mais dans le fond, est-ce qu'il y a détournement ou pas? En tout cas, il n'y a pas encore... Pour vous, on aurait dû aller dans le fond. Oui, parce que ce qui est un débat d'intérêt national, encore une fois... C'est ce qui est attendu, normalement. Ce qui est attendu, ce qui est un débat d'intérêt national. Et si on avait une autre conception de la diffamation, ça aurait été d'aller chercher. Est-ce que la question soulevée par Ousmane Sonko est une question qui mérite d'être creusée par soit des autorités qui ont en charge les finances publiques. Je pense à l'inspection générale d'État, à l'inspection générale des finances. Je pense à l'organe dont j'oublie le nom qui s'occupe OFNAC, etc. Et même le juge. Mais actuellement, on est en train d'occulter cette dimension-là de la question pour s'arrêter sur la question. Je ne dis pas que l'honneur et la dignité de Mame Mbaye Niang ne doivent pas être préservés. Oui, c'est un citoyen sénégalais qui a droit à la préservation de son honneur et de sa dignité. Mais il est des questions qui sont des questions d'intérêt national et qui méritent que l'opinion nationale qui a un droit. Parce que c'est comme si, Bayomar, vous mettiez sur la balance un intérêt privé et un intérêt général. L'intérêt privé, c'est l'intérêt privé de M. Mame Mbaye Niang, qui a droit à la préservation de sa dignité, cela s'entend. Mais l'intérêt général, c'est le droit à l'information du citoyen sénégalais sur l'utilisation qui a été faite par les deniers publics. Et ça, les juges aussi bien américains, repris en cela par le juge d'abord de la Cour des droits de l'homme européenne et ensuite le juge français ont dépassé cette conception classique de la diffamation pour dire attention, s'il y a diffamation et que il y a matière à aller parce que cela porte sur un débat d'intérêt national, on regarde l'intérêt général et on ne regarde pas l'intérêt privé. Alors dans ce cas d'espèce, ça risque d'être le grand regret pour ce qui est de ce verdict. Ça risque d'être le grand regret, de ne pas savoir dans le fond qu'est-ce qui s'est réellement passé et d'avoir une condamnation sur le simple plan de la diffamation, parce que la diffamation a un aspect également civil. Regardez, le juge condamne à 2 mois de prison avec sursis, mais à 200 millions de dommages et intérêts. Mais là, il ne s'agit pas d'amende, il s'agit de dommages et intérêts. Il y a quand même une nuance à clarifier. Il y a une différence entre l'amende et les dommages et intérêts. L'amende, c'est une peine, c'est de l'argent, pour faire simple, que l'on verse à l'État. C'est ça une amende. Le dommage et intérêt sert à réparer le préjudice subi par la victime. Et ici, le juge estime que le préjudice subi par Mame Mbaye Niang a été évalué à 200 millions de francs CFA. Donc le préjudice est énorme. L'atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à son honneur, cette atteinte est énorme et a été chiffrée par le juge à 200 millions de francs. Donc il ne s'agit pas d'une amende, il s'agit bel et bien de dommages et intérêts justifiés par l'atteinte à l'honneur, la dignité de M. Niang. C'est une somme que M. Sonko doit verser à la partie civile, sauf révision par la Cour d'appel à la baisse ou à la hausse. Mais là, justement, la partie civile a interjeté appel. Ici, le parquet en question, quelle analyse en faites-vous? Est-ce opportun ou pas? C'est pourquoi le deuxième niveau d'analyse est un niveau plus ou moins politique. Si je disais que cette décision est une décision qui est difficile à lire. Certains observateurs ont dit hier qu'il s'agissait d'une décision d'apaisement. Mais lorsque l'on se réveille le matin et que l'on constate ou qu'on nous dit que le parquet a fait appel ou va faire appel, la lecture sous l'angle de l'apaisement est une lecture à revoir, à atténuer un peu. Par rapport à la décision initiale. Ce que je crois, c'est que le juge du siège a pris ses responsabilités. Le juge du siège a jugé
en son intime conviction. Et a dû surprendre. Et a dû peut-être surprendre, ce qui fait que le parquet est obligé de faire appel pour justement obtenir ce qu'il voulait. Je ne sais pas ce que le parquet veut, mais en tout cas là, le parquet n'est pas satisfait de la décision du juge, en tout cas pas sur les intérêts civils, c'est-à-dire les dommages-intérêts, mais sur le quantum de la peine. Ça pose problème sur le quantum dans de la sa peine. Compréhension. Oui, parce que d'après ce que l'on a lu dans la presse, le maître des poursuites, le procureur, avait requis un enferme. Oui. Mais encore que... 2 ans dont on enferme. Oui, 2 ans dont on enferme. Donc, encore que pour une diffamation, il faut savoir raison garder. C'est l'intérêt propre de M. Niang, Mamba Niang, qui est ici en jeu. D'une aucune façon, l'intérêt de la société sénégalaise n'est en jeu lorsque M. Ousmane Sonko dit que Mamba Niang a détourné des milliards à Prodac. L'intérêt, c'était de clarifier l'utilisation de cette somme. Peut-être que c'est sur faux et usage de faux. Oui, mais là, ça justement a levé le faux usage de faux. Voilà. Lorsque le juge dit qu'il n'y a pas faux et usage de faux, ça veut dire que le procureur va considérer que soit il va revenir avec son faux et usage de faux, ou bien il va aller sur le quantum de la peine qu'il estime ne pas être suffisamment à la hauteur de ses estimations et demander au juge d'appel de revenir sur le quantum de la peine des 2 mois avec sursis qui ont été prononcés. Donc cela fait que la lecture sous l'angle de l'apaisement est atténuée. Du moment que le procureur fait appel, on ne peut plus parler d'apaisement. Ce que je crois, ce n'est que ce que je crois, c'est que le juge du siège qui a tranché a pris ses responsabilités, il a jugé en son âme et conscience, et ça, il faut le mettre au crédit de ce que l'on appelle la magistrature assise, ou qui pose moins de problèmes d'indépendance et de sérénité que les magistrats debout, c'est-à-dire le parquet. Et ici, on voit que le parquet est en train de vouloir faire appel ou a pris la décision, on ne sait pas encore, vraiment de faire appel de ces décisions. Et si le parquet fait appel, connaissant le lien qu'il y a entre le parquet et l'exécutif, pour moi, on ne peut plus dire que c'est de l'apaisement que l'on cherche. Là, bien au contraire, on repart au combat pour justement aller obtenir la décision qui est souhaitée. Alors, oui, Jean-Luc Correa, invité d'objection, dites-nous, la posture incarnée par le parquet ne pose-t-il pas problème? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'analyser cette posture incarnée par le parquet ici? Je pense que, de façon générale, souvent on discute de la question de l'indépendance de la magistrature, etc. Mais je pense que la plus grande difficulté dans l'organisation du pouvoir judiciaire, du système judiciaire, c'est justement cette relation entre le parquet et le pouvoir exécutif. Même si on n'occulte pas la question du président de la République qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, mais je pense que ici on a un exemple type du rapport qui peut exister entre l'exécutif et le parquet, qui fait que tous les observateurs qui avaient au début été très déroutés par la décision rendue par le juge et qui ont crédité le juge d'une certaine indépendance, peut-être d'une certaine hauteur de vue, se voient justement déroutés. Et là, les analyses sur est-ce que cette magistrature est indépendante, ces analyses reviennent. Mais je pense qu'ici, nous avons matière à relativiser notre appréciation de la chose. J'ai la faiblesse de considérer que nous avons affaire à un juge indépendant qui aurait peut-être pris sa décision, mais nous avons un parquet qui, vu sa relation de dépendance avec le pouvoir exécutif, le ministre qui lui-même dépend du président de la République, on constate... Parce qu'ici, en l'espèce, l'un des acteurs de la partie civile est un ministre de la République également. Oui. Qui dépend de l'exécutif, du coup. Sur le plan historique, par rapport à notre système judiciaire, je parlais du secteur de la justice. Aujourd'hui, le rôle du parquet, on a souvent assisté à des scénarios de cette nature. Du point de vue de l'analyse, que retenir par rapport à cette attitude qu'incarne le parquet dans des dossiers pareils? En tout cas, le fait pour le parquet, pour moi, de faire appel de cette décision-là, est de nature à encore renforcer ce sentiment de dépendance, de dépendance de la magistrature. Et je pense que c'est très gênant
pour moi, il n'y a pas matière. L'analyse, en tout cas, sous forme... J'ai failli être emporté par l'analyse sous forme d'apaisement. Et on a tous, en fait, voulu y croire. On a tous voulu croire que cette décision était une décision d'apaisement. Et je pense que d'un point de vue politique, vu la tension qu'il y a dans le pays, vu les arrêts de l'arrêt de l'économie, des écoles, etc. Ça a impacté, c'est une journée impact économique. Hein. Je pense que ce n'est pas nécessaire pour le parquet de faire appel de cette décision-là, que tout le monde s'attue. Et donc, le parquet est en train, et le pouvoir exécutif, de marcher à contre-courant de ce que tous les observateurs et de tous les bords politiques. Vraiment, je pourrais dire ici que tous les bords politiques ont eu à saluer une décision qui s'est analysée, en tout cas dans les premières heures, comme une décision d'apaisement. Mais là, en faisant appel, on brouille les cartes et on ne sait plus. C'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. Et c'est un dossier judiciaire qui va entrer véritablement dans une saga judiciaire qui ne fait que commencer. On a parlé d'enjeux sur le plan de la justice, mais il y a aussi un enjeu sur le plan politique, parce que l'un des acteurs, je parlais d'Ousmane Sonko, était face à justement l'éligibilité ou non de sa candidature. On est en perspective de 2024. Et c'est ça la difficulté. L'enjeu principal. Et c'est ça la difficulté. Oui. Et c'est ça que nous n'avons eu de cesse de dénoncer, c'est-à-dire éviter d'utiliser le juge et la justice comme arbitre des compétitions électorales. Et malheureusement, ce sentiment-là, cette sensation-là, on a du mal à ne pas l'avoir. Et ceux qui l'ont, on peut les comprendre. Et on doit... Le juge a son rôle à jouer en démocratie. Évidemment qu'il a son rôle à jouer en démocratie. Parce que, oui, c'est l'arbitre du jeu. Mais cet arbitre-là, on doit pouvoir le mettre dans les conditions, d'être à l'aise et de pouvoir dire le droit avec beaucoup de sérénité. Et malheureusement, c'est la sérénité qui manque. Et je me pose la question, comment le juge qui a rendu sa décision hier a pu, entre le désistement du juge Diop et son entrée en scène, comment il a pu, en moins d'une journée, parce que si ce qu'on dit est vrai, le juge Diop a désisté à quelques moments du procès, à quelques heures, la veille, et pour moi, une meilleure administration de la justice aurait voulu que le juge qui a siégé hier, qu'il ait reporté le procès à une autre date, parce que vous ne pouvez pas prendre connaissance. Il y avait aussi un certificat médical. Il y avait un certificat médical, il y avait des avocats qui étaient absents, etc. Oui. Donc lui, il vient d'entrer dans le dossier, etc. Donc autant de situations qui feraient qu'une bonne administration de la justice une bonne administration, une bonne distribution. Oui, qu'il ait reporté le procès pour dire, je viens d'arriver dans le dossier, laissez-moi le temps de le lire, de le comprendre, etc. Et tout cela montre une précipitation, une absence de sérénité. Et je pense que ce n'est pas seulement la question de l'indépendance, de l'impartialité, mais encore une fois, la sérénité de la justice est extrêmement importante pour rendre des décisions que les différents acteurs pourraient accepter. Mais actuellement, la lecture politique des décisions rendues par la justice est vraiment la lecture qui est la plus répandue. Oui, et en tout cas, au cas par cas, il y a quand même des éléments ajoutés dans ce dossier. Je parlais du refoulement de l'avocat de Ousmane Sonko par les autorités policières qui se sont expliquées en disant il avait justement fait un tweet dans lequel il s'attaquait au président de la République et il lançait un appel à l'insurrection. Oui. Quel entendement faites-vous de ce refoulement d'un avocat? Je pense que le Sénégal est un pays qui est arrivé à un niveau de démocratie cité en exemple un peu partout dans le monde pour éviter de renvoyer l'image d'une république bananière comme ça. Vraiment, c'est dans les républiques bananières que ce type de comportement-là peuvent avoir lieu. L'argument de dire que il a été désobligeant par rapport au président de la République, l'argument de dire qu'il a appelé à l'insurrection,
Je pense qu'il y a des éléments... Pour un avocat, il y a des éléments qui figurent dans notre code pénal que l'on doit sortir de ce code pénal parce que ce sont des éléments qui remontent aux années 50, aux années 60. Les sociétés ont évolué. Les communautés politiques ont évolué. La façon de faire communauté et de faire société, ces façons-là ont changé. Et je pense que laisser cet avocat venir, lui porter la contradiction qu'il fallait. Il y a de la part de la partie civile suffisamment de bons avocats pour apporter à Juan Branco les éléments de réponse qu'il faut. Je pense que il faut pour le régime faire preuve de calme et de tolérance, oui. de l'avis contraire, oui. de l'idée contraire. Et malheureusement, il y a trop d'agitation. Lorsque quelqu'un dit certaines choses, on va aller vite regarder dans le code pénal quelle est l'infraction qui peut... La pénalisation ou la criminalisation... Ou la judiciarisation. Ou la judiciarisation, je pense que c'est ça ne répond de sérénité au degré quand même d'évolution de la société sénégalaise et de la démocratie sénégalaise. Tous les démocrates ont eu quand même un peu mal lorsque le matin, en se réveillant, on tombe sur cette information que Juan Branco a été refoulé par la police sénégalaise. Ça fait quand même un peu mal pour l'image de la démocratie. Tout à l'heure, je voyais des tweets qui traitaient le président Macky Sall de dictateur, le dictateur sénégalais, etc. On n'a pas un président dictateur. Ce n'est pas en tout cas l'image que l'on veut renvoyer du président de la République du Sénégal. Donc, mais malheureusement, certains, dans d'autres pays, vont dire ce sont des pays, des républiques bananières. En tout cas, l'acte pose problème. L'acte pose problème. Oui. L'acte pose problème. Et je pense qu'on doit gérer nos contradictions politiques de façon politique, mais pas forcément de façon... Et le débat contradictoire, on dirait que il y a quand même un besoin d'acceptation du débat contradictoire encore. Oui, chez nos acteurs politiques. Parce que les gens parlent beaucoup, mais ne s'écoutent pas. On est sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de tweets, on fait beaucoup de posts, mais les gens parlent beaucoup. Chacun a quelque chose à dire, mais on n'écoute pas forcément l'autre. Et je pense que l'acceptation du point de vue contraire, l'acceptation de la contradiction a beaucoup souffert ces derniers temps. Ce qui aurait dû être une source de progrès. Oui, ce qui aurait dû la être lutte des contraires, ça enrichit. Et malheureusement, oui, parce que... regardez ce qui se passe maintenant. Oui. Les gens, vous êtes dans des communautés de gens qui pensent la même chose que vous. À telle enseigne que vous n'êtes plus habitué à écouter et à entendre l'avis contraire. Parce que dans les groupes WhatsApp, le propos qui ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de sortir. Vous n'entrez que dans les groupes WhatsApp de sujets qui vous intéressent. Donc, malheureusement, il y a avalanche d'informations, mais la communication s'en trouve justement perturbée parce que on ne communique pas. Chacun parle avec les gens qui veulent l'entendre. Et c'est pourquoi la liberté d'expression, elle souffre paradoxalement. Cette liberté souffre. Et quand quelqu'un comme Juan Branco a des propos comme ça, que l'on peut considérer comme désobligeants vis-à-vis du président de la République, il y a des gens dans le gouvernement, il y a des gens dans le parti et la coalition du président de la République qui peuvent lui apporter la contradiction, qui ont les qualités nécessaires pour lui apporter la contradiction, sans qu'on se serve de la police, de la gendarmerie, de la justice pour faire opposition. Il faut que l'on discute, il faut que l'on débatte et il faut que l'on laisse l'autre donner son point de vue et qu'on puisse lui apporter la contradiction. Qu'on puisse lui apporter la contradiction, oui, lieu de débattre, en tout cas en démocratie surtout, mais pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, que ce soit Jean-Louis Correa, professeur agrégé de droit, enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS, université virtuelle du Sénégal. Oui, toujours dans le prolongement, il y a aussi un événement analysé. Je veux parler de cette sortie du procureur général. Oui, on a parlé d'abord de rebelles, ensuite on a parlé de forces spéciales, on en est arrivé aujourd'hui au commando PASTEF. Cette sortie du procureur général, oui, vous inspire quoi comme réflexion également? Je dirais c'est grave.
C'est grave, mais je m'explique. À ce point, c'est grave. Si c'est vrai, c'est grave. Si c'est pas vrai, c'est aussi grave. Et je pense que si c'est vrai qu'il y a des commandos qui fomentaient des coups, etc., je pense que c'est une faillite de notre système démocratique. Et c'est en droite ligne de ce que je disais tout à l'heure. Ça montre notre incapacité à discuter, à dialoguer et à échanger. Il est sans conteste que depuis quelques années, Ousmane Sonko est le leader de l'opposition nationale. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est le leader de l'opposition nationale. Combien de fois Ousmane Sonko a pu discuter avec le président de la République? Combien de fois ils ont pu échanger? De mémoire, je les ai vus une seule fois. Lors de la Covid. À part cela, il n'y a aucune discussion possible qui est organisée par nos institutions, par notre conformément constitution. À notre constitution, qui recommande quand même une certaine place à l'opposition. À l'opposition. Oui. Mais dans le rapport politique, il n'y a aucune place qui est laissée à la discussion et au dialogue. En tout cas, pas dans les faits. Pas dans les faits. Oui. De ce que l'on sait, aucun débat. Mais lorsque les gens ne peuvent plus discuter, ils ne débattent pas, mais c'est normal que l'on laisse la place à la violence qui s'exprime de la façon la plus extrême. Et c'est ce que l'on rencontre dans notre démocratie. Vous savez, nos voisins, les Gambiens, les Maliens, etc., sont souvent très inquiets lorsque nous avons comme ça des abcès de violence, comme on aurait des abcès de tout. Mais nous, Sénégalais, on commence à être habitués à ça. On sait que notre démocratie, des fois, déborde dans la rue, comme nos amis français peuvent le faire. Post ou pré-électoral. Mais est-ce que c'est pas aller trop loin? Mais c'est aller trop loin parce que pour moi, ce sont les espaces de dialogue et de discussion qui disparaissent, qui se réduisent, amenant les gens à aller se confronter dans la rue et établir ce rapport de force, non plus dans des joutes orales et communicationnelles, etc., mais établir ce rapport de force sur la rue. Et c'est le plus violent qui va faire basculer les choses. Et encore pire avec justement l'introduction des forces de défense et de sécurité dans le jeu politique. Dont l'action devrait être mesurée et contrôlée. L'usage de la force dans les démocraties doit être un usage mesuré, contrôlé. Tous les gestes des forces de l'ordre doivent être des gestes enseignés, des gestes mesurés pour justement limiter. Et même pédagogique. Pour justement, il est rare, ça arrive, mais il est rare de voir des forces de l'ordre être dans le dialogue. C'est rare, ça existe. J'ai eu à être confronté à des situations pareilles où vraiment des policiers, des gendarmes ont été très dans la pédagogie, notamment lorsqu'on était étudiant et même avec les étudiants actuels. Mais c'est très rare. Donc je disais que c'est très grave et ça prouve l'échec de notre système démocratique que des acteurs aussi violents puissent s'immiscer dans le jeu politique. Mais en même temps, si tout ce que le procureur nous a dit n'est pas vrai, c'est encore plus grave. En tout cas, on est dans le prolongement. D'abord, du point de vue historique, si nous faisons la traçabilité quand même de ces sorties, on nous avait parlé de rebelles, ensuite on nous a parlé de forces spéciales, et maintenant on nous sert justement les commandos PASTEF. On en est là encore. En tout cas, les citoyens veulent savoir. On veut savoir parce que je disais que si c'est pas vrai, c'est très grave parce que l'on va stigmatiser une partie du pays, on va stigmatiser des populations, on va stigmatiser des gens à partir de leur nom de famille, à partir de leur origine. Ils sont Casamancés, ils sont pas Casamancés, ils sont Diola, ils sont Manjac, ils sont... C'est le grand risque. Et c'est ça le grand risque. Pour vous, c'est le grand risque. C'est le grand risque. On est en train, peut-être, si c'est pas vrai, de jouer avec l'unité nationale qu'on a construit de haute lutte dans ce pays. Et je pense que entrer dans ce sillage-là est quelque chose d'extrêmement dangereux et j'ose espérer que ce que le procureur a dit, on ira jusqu'au bout pour distinguer le vrai du faux et pour que l'on sache à quoi s'en tenir et qu'on ait une religion définitive sur cette question parce que c'est extrêmement grave. Vous dites-vous que c'est extrêmement grave au regard des explications de service à là dans une dynamique d'arrestation tout azimut aussi qui nécessite une analyse de votre part. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une grande
criminalisation. Vous savez, le pénal est utilisé tous azimuts pour arrêter ici, pour dissuader, etc. Mais ici, justement, les charges sont de nature incitation à l'ordre public ou insurrection ou justement offense au chef de l'État. Quelque part, ça poserait-il pas problème en démocratie? Ça pose énormément de problèmes. C'est pourquoi notre arsenal... Apparemment, on n'évolue pas. Notre arsenal pénal est en rupture avec l'évolution de notre société. Il y a des instruments pénaux qui existent dans le code pénal et dans le code de procédure pénale qui vous prenez l'article 139 du code de procédure pénale où lorsque vous touchez aux intérêts de l'État, etc., automatiquement le juge du siège est lié. Il ne peut que décerner le mandat de dépôt. Vous voyez, et quand vous regardez le lien après entre le parquet et l'exécutif, vous posez des questions. Je pense que lorsqu'une société évolue, on reviendra sur les institutions, ces instruments juridiques également doivent évoluer. Le rapport que l'on a avec le droit également doit évoluer. Et j'ai l'impression que les citoyens ont soif de liberté, ont soif de justice, mais malheureusement, il y a une camisole de force là qui est là, qui les étouffe, parce que justement, on a cet arsenal juridique très répressif, qui date des anciens codes pénaux français et que malheureusement que nous utilisons toujours dans nos pays. C'est vrai qu'il y a la réforme de 2016 du code pénal qui prenait en compte beaucoup d'aspects liés aux technologies de l'information et de la communication, mais de façon générale, il y a une réforme globale qu'il faut faire sur ces aspects d'atteinte à la sûreté de l'État. Ces éléments-là et la pénalisation du rapport des citoyens avec le chef de l'État, etc. Je pense qu'il y a des éléments à revoir de ce point. Besoin à réformer dans ce secteur, mais aujourd'hui, il y a quand même un parti qui en subit plus que les autres, même si c'est l'opposition de façon générale. On a vu que ces arrestations sont pour la plupart du temps imputées au parti PASTEF aujourd'hui. Le rôle de l'opposition en démocratie, comme ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ne poserait-il pas problème? Justement, est-il difficile de s'opposer en Afrique, notamment dans des pays comme le Sénégal aujourd'hui? C'est extrêmement difficile de s'opposer parce que généralement nos gouvernants sont un peu réfractaires à la critique. Et souvent les enjeux de pouvoir sont tellement importants que ils peuvent être tentés par un usage excessif de la force, un usage détourné du droit, etc. Parce que vraiment, par moment, ce n'est pas la démocratie qui est en jeu, c'est le pouvoir qui est en jeu. Oui. C'est le pouvoir. Et sa conquête. Et donc, la question de la conquête du pouvoir est une question qui va des fois au-delà de la démocratie. Malheureusement, on lit les deux, mais lorsque des acteurs sont, comme actuellement, ce que j'appelle par ailleurs une corrida ensanglantée, etc., on n'est plus dans le jeu démocratique, on est dans le jeu pour la conquête du pouvoir. Et sa préservation. Et sa préservation. Et malheureusement, en Afrique, c'est cette difficulté-là qu'on a encore. Comment on accède au pouvoir? Comment on sort du pouvoir? Quelles sont les garanties que nous pouvons avoir pour sortir du pouvoir? Moi, président de la République, ma famille, mon clan, quelles sont les garanties que je peux avoir? Et je pense que c'est là où nous devons faire des efforts. La démocratie, on peut la décliner sous 1000 formes, mais ce qui est en jeu, c'est le pouvoir, la conquête du pouvoir, le maintien au pouvoir. Et ce sont ces éléments-là qui sont des éléments encore de grande faiblesse dans nos systèmes. La question de la dévolution du pouvoir pose problème. Et nous sommes actuellement au Sénégal dans cette phase-là de dévolution du pouvoir. Et c'est cela qui crée tous ces soubresauts que nous vivons. Mais faudrait-il garantir un après-pouvoir en tant que démocrate, simplement? Je pense que il faut que les règles s'adaptent à notre contexte. Voilà, il faut que les règles s'adaptent à nos contextes. S'il faut en arriver à des garanties de sortie de pouvoir, il faut y arriver. Il faut y arriver. Peut-être que dans un contexte occidental, etc., ils n'ont pas besoin de ça.
Mais si on a besoin, dans nos contextes africains, de règles qui garantissent l'après-pouvoir, je rappelle que dans la Constitution du Sénégal, le président de la République sortant ne peut être attrait que devant la haute cour de justice pour haute trahison. Donc, c'est une forme de garantie. Si vous écoutez les collègues qui sont spécialistes de ces questions-là, ils vous diront, oui, mais la haute trahison, c'est difficile à dire quel est le contenu de la haute trahison. En tout cas, on sait que céder une portion du territoire national, etc., on peut considérer ça comme de la haute trahison. Mais à part cela, il est très difficile dans le droit sénégalais d'attraire un ancien président de la République devant la barre de cette cour pour dire qu'il a fait ceci, il a fait cela. Par contre, sa famille, son clan, ses amis, etc., ils ne sont pas protégés. Et je pense que ce sont des enjeux. Mais on a juste élu un président de la République, a élu un par président. La famille, par le clan. Je suis d'accord. On n'a pas élu le clan. Oui. On n'a pas élu la famille. Mais vous savez, nous sommes en Afrique. La notion de famille, la notion de clan, la notion d'amis, c'est des notions qui ont un entendement autrement différent de l'entendement qu'on a dans le monde occidental. Ce que je suis en train de plaider ici, pour que l'on adapte les règles de droit. Au départ, qu'on les adapte à notre vécu, à notre contexte, à nos vies, à ce que nous sommes et ce que nous vivons. Et tant que nous continuons de prendre des règles d'ailleurs, en les prenant d'ailleurs, on va toujours avoir ces difficultés d'évolution. Mais les citoyens restent libres et égaux, quelle que soit la situation. Oui. Devant la loi surtout. Les citoyens restent libres et égaux. Devant la loi. Je suis d'accord. Oui. Il faut mettre en place tous les mécanismes qu'il faut de reddition des comptes. Comme vous dites, il faut que tous les citoyens, quel que soit le rapport avec le président de la République, à la fin, qu'ils puissent rendre des comptes. Et je pense que du point de vue de l'arsenal institutionnel, on a au Sénégal et dans d'autres pays des mécanismes qui permettent de rendre des comptes. Ce que je dis là s'appliquerait plus au président de la République qu'à sa famille, etc. Parce que vous avez raison, on n'a pas élu la famille du président de la République, on a élu un président de la République, mais je pense que les autres doivent être dans des mécanismes qui sont des mécanismes de reddition. De reddition des comptes, dites-vous. Alors, il y a une question qui est là. C'est un des enjeux, pour ne pas dire l'enjeu principal. C'est justement le troisième mandat qui est agité. Vous avez publié un article sur la question. Aujourd'hui, c'est le prolongement de ce à quoi nous assistons, de ces procès, de ces rapports de force politique. Aujourd'hui, oui, quel sens donnez-vous à ce combat sous l'angle du troisième mandat aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs choses à dire sur le troisième mandat. La première chose, c'est ce Est-ce que ce n'est pas le vrai problème aujourd'hui? Oui, c'est le vrai problème. Je pense que si le président de la République avait, passez-moi l'expression, libéré tout le peuple en disant « je fais ou je ne fais pas », on n'en serait pas à cette crispation que l'on vit actuellement. Parce que le moment est très crispé. Parce que nous sommes tous dans une forme d'expectative. Il est le principal responsable. J'ai entendu quelqu'un de son camp hier dire « on ne peut pas forcer le président à dire s'il va y aller ou s'il ne va pas y aller ». Non, il y a une difficulté dans cette forme de réflexion. C'est la Constitution du Sénégal qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Je pense que cette question-là n'est pas du ressort du président de la République de dire j'y vais ou j'y vais pas. Je dis dans cet article que il ne viendrait pas à l'esprit du président américain Biden ou du président français Macron, après avoir fait 2 mandats, il a même clairement de dire je vais poser la question Macron au Conseil constitutionnel. Il en a fini. Oui, là, oui. De dire je vais poser la question au Conseil constitutionnel de savoir est-ce que je peux faire un 3e mandat. Non. Emmanuel Macron sait qu'il ne peut pas faire un 3e mandat. Donc, il ne va pas poser la question au Conseil constitutionnel. Mais chez nous, cette culture-là existe déjà, la culture de 2 mandats. Oui, cette culture existe. Oui. Et l'argument qui consiste à dire que le président de la République, son 2e mandat, il a droit à un 2e mandat de 5 ans parce que son premier mandat de 7 ans était sous l'empire d'une autre constitution. Je rappelle qu'il n'y a eu qu'une révision de la Constitution de 2001. Oui. On est dans le même ordre constitutionnel. On n'a pas changé d'ordre constitutionnel.
Et donc, sous ce rapport, le président de la République a été élu sous la Constitution de 2001 et la Constitution de 2001 a été révisée pour passer d'un mandat de 7 ans à un mandat de 5 ans. Regardez, l'absurdité de cette position serait de dire toutes les fois où le président modifie la durée du mandat, il peut continuer à faire également un autre mandat. Parce que là, si on élit le président sur la base de 5 ans, il peut décider après de refaire un référendum, de retourner à 7 ans. Et s'il retourne à 7 ans et qu'il n'y a pas de lien entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, c'est-à-dire nul ne peut faire plus de 2 mandats, le président peut toujours, en modifiant l'alinéa 1er de 27, continuer à faire des mandats et on serait dans une situation de mandat illimité. Il faut savoir raison garder. Et sur ces questions-là, qui sont des questions techniques, sur lesquelles je ne voulais même pas parler, parce que ce sont des questions qui sont réglées. Et je disais que ça relève de la dimension du contrat social. Il faut que dans notre jeu politique, que les acteurs, lorsqu'ils déclarent des choses, qu'ils s'en tiennent à ce qu'ils ont dit. Regardez, Bayoumar, la position des tenants du pouvoir a évolué à un triple point de vue. D'abord, au début, eux tous disaient le président de la République n'a pas droit à un 3e mandat. Lui, il l'a dit. D'autres également l'ont dit. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Le président nous a interdit de parler du 3e mandat. On n'en parle pas. Nous sommes au moment de travailler et quand il sera le temps, nous en parlerons. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend? On dit, ah non, maintenant, ce n'est plus une question juridique, c'est une question politique. Et certains disent même, moi, en tout cas, je veux qu'il soit candidat. C'est mon candidat. C'est mon droit qu'il soit à l'élection. Donc, on n'est plus dans un débat juridique. On est dans un débat politique. Nous voulons qu'ils en ont fait un débat politique. Un débat politique. Donc, je pense que, du point de vue du droit, la messe est dite, quoi. La messe est dite. On sait que le président ne peut pas avoir un 3e. Maintenant, quelle sera l'attitude du Conseil constitutionnel? Je dis, pourquoi poser une question dont on connaît déjà la réponse, à moins que l'on connaisse vraiment parfaitement la réponse. Donc, en tout cas. Alors, oui, toujours dans cette même dynamique, quel risque court le Sénégal aujourd'hui par rapport à cette situation du 3e mandat? Quel risque? Qu'est-ce que cela peut produire comme conséquence? D'abord, un premier risque d'instabilité politique et même économique. Je ne pense pas, j'espère qu'on ne va pas me taxer d'appel à l'insurrection, je ne pense pas que la façon dont la démocratie sénégalaise, la démocratie du moins sénégalaise respire, que l'on puisse accepter une déclaration de candidature du président de la République. Le Sénégal ne peut pas soutenir ça. Le Sénégal ne peut pas soutenir ça. Je pense qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Et la ligne rouge, c'est de dire, oui, je suis candidat. Maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va... Mais la façon dont cette situation a été gérée du temps d'Abdoulaye Wade, avec beaucoup de marches, de protestations par moments très violentes ayant entraîné la mort même du regretté Mamadou Diop, ces situations-là, je pense qu'on les avait réglées. Et ce sont les éléments de contrat social dont je parle. Dans la conscience collective. Dans la conscience collective générale, on avait réglé cette question. Et c'est pourquoi je dis qu'il nous faut éviter d'utiliser la règle de droit et les faiblesses de la règle de droit pour justifier nos inconséquences, pour fonder des changements de position en nous agrippant sur des faiblesses de la règle de droit, sur l'interprétation de la règle. Je pense que les systèmes normatifs ne servent qu'à faciliter nos communautés politiques. Mais les systèmes normatifs n'ont pas pour objectif justement de servir des inconséquences, des desseins inavoués, des desseins de dernière minute. Et cela trouble. Et justement, comme il n'y a pas d'espace politique de dialogue, il y a un débordement dans la rue, un débordement violent dans la rue, et je crains cela pour le Sénégal. C'est pourquoi le président de la République ne doit pas laisser les Sénégalais dans cette expectative-là.
il doit dire ce que la Constitution dit. Il doit répéter ce que la Constitution dit. Sans arrêter à ces deux mandats. Sans arrêter à ces deux mandats, parce que c'est ce que la Constitution dit, et c'est ce que tous les Sénégalais ont retenu, et c'est ce que tous les Sénégalais voulaient jusqu'à l'inscrire dans le marbre de la Constitution. Dans le marbre de la Constitution, s'en arrêter à deux mandats. Alors oui, Jean-Luc Correa, aujourd'hui, l'état de notre administration, quel est le problème aujourd'hui? Parce que il y a quand même des prolongements à analyser. Le jeu politique a-t-il fini par se déteindre sur l'efficacité de notre administration? Nous avions une administration qui était très réputée, très respectée, avec beaucoup d'expertise, qui était sollicité par d'autres pays frères. Mais qui n'a pas su résister au système partisan. Résister au système partisan et donc à la politisation de l'administration. Naguère, les responsables, les directeurs, les chefs de division n'étaient pas désignés en fonction de l'appartenance à un parti ou autre, mais en fonction vraiment de leur qualité technique, intellectuelle, intrinsèque. Malheureusement, depuis quelques années, on note une immixtion du phénomène partisan dans l'administration centrale qui fait que, je suis désolé de le dire, ce ne sont pas les personnes qu'il faut qui sont aux places qu'il faut. Et cela entraîne un nivellement par le bas de l'administration où vous avez des gens qui ont toutes les qualités requises pour occuper les fonctions qu'ils occupent et d'autres qui ont moins de qualités qui, parce qu'ils sont proches d'un tel, parce qu'ils sont de tel parti, parce qu'ils sont, etc., vont occuper ces espaces-là. Je pense qu'on doit pouvoir nous référer à certains pays africains, à certains pays européens, où quel que soit le changement de régime, de gouvernement, l'administration reste en place et l'administration demeure au service de l'État. Et je pense que ce que nous relevons concernant la magistrature, cette incapacité de la magistrature, bien que pouvoir, à se comporter en tant que pouvoir, c'est la même chose qu'on peut relever de façon générale pour l'administration. L'administration centrale a été piégée par la politique, et ce qui fait que de plus en plus, on note des lenteurs, on note... Regardez, vous avez maintenant des communiqués de l'administration centrale qui sont remplis de fautes. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous avez des communiqués qui sont remplis de fautes. Et vous posez la question, mais qui a écrit ce communiqué? Qui l'a lu? Qui l'a corrigé? Est-ce que la chaîne de responsabilité mise en place a été utilisée pour relire ces documents-là? Et c'est cela la difficulté. Et vraiment, j'aimerais saluer tous ces braves fonctionnaires qui sont épris de leur travail et des valeurs qu'il faut pour accomplir leur travail, et qui malheureusement, la mort dans l'âme, font les mêmes constats que nous. Font les mêmes constats que nous. Et je pense que la politique partisane doit avoir des limites. Les limites, c'est de laisser les magistrats faire leur travail, de laisser l'armée, la gendarmerie faire son travail, de laisser l'administration faire son travail, et les gouvernants qui passent avec les partis politiques, leurs alliances ne doivent pas piéger l'administration centrale qui reste et symbolise l'État, qui demeure l'État, qui symbolise l'État et qui doivent rester au-delà justement des passages des différents gouvernements, des alliances politiques et des phénomènes partisans. Surtout dans un État démocratique. Alors, une des failles de notre démocratie serait-elle cette démocratie représentative qui doit désormais céder la place à la démocratie délibérative? Oui, peut-être. Ou les deux en même temps? Pour moi, les deux doivent aller ensemble. Aussi bien la représentative que la délibérative, les deux doivent aller ensemble. Parce que nous avons des pays dans lesquels le taux d'illettrisme est assez important, notamment en français. Ceux qui ont fait la langue arabe n'ont pas encore assez, comment je peux dire, accès aux sphères de décision, etc. Donc, ce qui fait que, pour moi, les deux systèmes doivent cohabiter pour permettre justement aux uns et aux autres, par la représentation, par la délibération, de se faire entendre et un meilleur usage de la démocratie. Alors finalement, oui, quelle réforme pour notre système démocratique, mais en mettant l'accent sur la justice aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs tentatives de réforme
de façon globale institutionnelle qui ont eu lieu. On peut parler des assises nationales, mais on peut surtout parler de la Commission nationale pour la réforme des institutions. CNRI. La CNRI. La commission qui, de par la composition de cette commission, a eu l'expertise qu'il fallait. De par également la méthodologie mise en œuvre par la commission, s'est donné les moyens d'entendre les préoccupations des Sénégalais. La commission a eu à réfléchir à la question de la consolidation de l'état de droit, à la question de l'équilibre des pouvoirs, à la question de l'indépendance de la justice, le renforcement de la décentralisation, de la déconcentration, la question de la territorialisation, la promotion de la bonne gouvernance. Toutes ces questions-là ont été étudiées par la commission, qui a rendu un rapport en 2013, en décembre 2013. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait des conclusions de cette commission? Je pense que le temps de la réflexion, on se l'est donné. On s'est donné le temps de la réflexion. L'expertise, on l'a. Les constats ont été dressés, les solutions ont été dressées. Par contre, il n'y a pas, en tout cas, vraiment de mise en œuvre sur certaines questions. Sur la déconcentration, la décentralisation, il y a eu l'acte 3, etc. Mais sur les questions qui touchent à la consolidation de l'état de droit généralement, et regardez, à chaque fois que l'État est titillé par des intellectuels, par des organisations de défense des droits de l'homme, sur la question de l'état de droit... le réflexe défensif. C'est le réflexe défensif. On s'énerve, on s'agace. Ça devrait s'ouvrir à des débats, profonds, à des discussions. Voilà. Parce que de nature à améliorer les choses. Le constat demeure, le constat de l'absence d'avancée notoire sur la question de l'état de droit demeure. Et donc, il est important de se poser des questions sur nos gouvernants, leur volonté réelle à régler ces questions liées à l'état de droit, à l'indépendance de la magistrature. Parce que, Bayomar, on investit des sommes faramineuses dans le béton. Le Sénégal, de ce point de vue-là, a fait sous l'impulsion du président de la République des efforts extraordinaires en termes d'infrastructures, en termes de stades, en termes même de conditions de travail des salariés, etc. Le problème pour vous, c'est le bilan immatériel. Mais le bilan immatériel, lorsque vous lisez les conclusions de la CNRI, mais vous dites qu'en mettant en œuvre, peut-être, là où je peux être d'accord avec le professeur Ismaël Madior, c'est lorsqu'il dit qu'on n'a pas demandé à la CNRI de proposer un avant-projet de constitution. Sur ça, on peut être d'accord. C'était pas peut-être l'objet, même si le champ de la CNRI, son objet pouvait être considéré de façon large parce que c'était toute mesure de nature A, etc. Mais ils ont fait un travail, je trouve, qui est un travail de très grande qualité, qui aurait permis au président de la République de les mettre en œuvre. On a eu la commission sur le foncier, on a eu la réforme foncière, on a eu la commission sur la réforme des institutions. Tous les rapports sont là. Tous les rapports sont là et on n'a pas mis en œuvre. Donc, on n'a pas un problème de diagnostic. Tous les mots ont été diagnostiqués. La difficulté fondamentale que l'on a, c'est la volonté politique d'appliquer. Le président avait dit qu'il allait prendre de ces propositions de la CNRI ce qu'il souhaitait, ce qu'il voulait pour mettre en œuvre. Il a mis en œuvre quelques mesures, mais je pense que tout ce qui est administration, magistrature, etc., ce sont des problèmes qui sont là, qui existent, et il faut que les gouvernants prennent ces questions-là à bras-le-corps pour définitivement les régler. Alors, dernière question, la fête de l'indépendance du Sénégal, ce 4 avril se prépare avec l'armée, c'est la fête de l'armée, c'est la fête également de la jeunesse sénégalaise. J'aimerais d'abord dire, moi, l'attachement que j'ai vis-à-vis de l'armée, vis-à-vis de la fête de l'indépendance, parce que ça me rappelle mon enfance à Thiès et le regret que j'ai de ne pas avoir la retraite au flambeau dans la région de Dakar, parce que c'est des moments importants. Comment sommes-nous capables de construire une nation, de tout oublier, tout oublier, nos différents politiques, etc., et de nous retrouver autour de l'armée. Et c'est le lieu ici de saluer l'armée du Sénégal, l'armée sénégalaise par son grand professionnalisme, pour avoir vécu pendant longtemps
à Ziguinchor, je connais le rôle et le poids de l'armée du Sénégal sur très professionnel sur le maintien de l'unité nationale. Et je pense que la fête du 4 avril doit nous faire oublier tout ça et que nous tous nous soyons capables de communier autour de l'armée et que la jeunesse sache que si nous formons ce pays, ce beau pays qui est le Sénégal, c'est parce que nous avons une armée qui est forte, une armée qui est respectée, une armée qui est respectable, qui est faite de Sénégalaises et de Sénégalais qui ont des parcours académiques, professionnels élogieux et qui nous permettent le soir de dormir tranquillement parce qu'ils peuvent faire face aux différentes menaces. Et je pense que la jeunesse, on doit lui envoyer ce message-là d'espoir, que nous avons un pays où il faut bon vivre, nous avons beaucoup de crispations politiques, c'est normal parce que nous sommes dans une démocratie, mais il ne faut pas, comme aime à dire un de mes amis, jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons d'excellentes choses, en tout cas moi j'aime à vivre dans ce pays qui s'appelle le Sénégal et il faut que nous puissions préserver cela. Et le 4 avril nous rappelle tout cela, mais j'ai une dent quand même contre les forces de sécurité, de défense et de sécurité, de nous avoir privés de la retraite au flambeau à Dakar, parce que c'était un moment magnifique où on pouvait se rendre avec les familles et communier avec les enfants, avec les forces de défense et de sécurité. Certainement, votre appel sera écouté et entendu pour qu'au soir du 3 avril, voir ce très beau spectacle de la part de nos forces armées. En tout cas, merci. Jean-Luc Correa, ça a été encore une fois un plaisir pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes professeur agrégé de droit, vous êtes enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS, Université virtuelle du Sénégal. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité excellent sur le programme sur la 98.5 et un grand bravo à l'équipe au digital à la tête Alioune Badara Socé. Excellent dimanche à toutes et à tous. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé